Bonjour à toutes et à tous. Je suis Philippe Guillet, directeur Monde, Énergie, Utilities et Chimie du groupe Capgemini, facilitateur de votre session aujourd'hui qui va traiter de solutions pour accélérer la transition énergétique des territoires. Cette session étant organisée à l'initiative de Think Smart Grid. Je vais y revenir. J'ai avec moi Christophe Bouillon. Christophe, vous êtes maire de Barentin, président de l'Association des petites villes de France. Bonjour. Bonjour. J'ai également avec moi Karine Revkolevski, directeur régional Île-de-France-Ouest chez Enedis. Bonjour Karine. Bonjour. Et Jean-François Leromancer, qui est président de Kinergy. Kinergy, qui est une société d'ingénierie et de conseil en innovation spécialisée dans l'énergie. Bonjour Jean-François. Bonjour Philippe. Alors cette table ronde est organisée à l'initiative de Think Smart Grid, qui est la filière française des réseaux intelligents, qui réunit depuis 2015. Elle a été créée à l'occasion du plan de compétitivité des réseaux électriques intelligents. Centaines de membres, les opérateurs de réseaux électriques, les équipementiers, des entreprises de services numériques, des opérateurs de services dédiés, des startups, des universités et des organisations territoriales. Think Smart Grid développe les synergies entre ses membres et promeut le savoir-faire français, qui est important, à l'international. Alors, on va progresser en 3 temps. Le premier temps, on va regarder quelle est la situation des collectivités territoriales au niveau de la transition énergétique et écologique. Au sein d'une commission que je préside chez Think Smart Grid, on a interrogé une trentaine de collectivités et on a fait quelques constats. Je ferai réagir tout à l'heure nos intervenants autour de ces constats. Premier constat, il y a une vraie volonté des territoires d'avancer vers la transition énergétique d'une part et de développer leur attractivité d'autre part. Deuxième constat, on a une vraie demande locale des citoyens pour participer à des initiatives vertes sur leur territoire. On a vu fleurir un certain nombre d'initiatives expérimentales. Les collectivités nous disent « j'ai besoin d'améliorer ma connaissance au niveau des solutions pour faciliter la transition énergétique ». Sachant que les besoins sont très variés, des besoins qui permettent de gérer des projets spécifiques de manière transverse, alors que souvent l'organisation est assez silotée dans les territoires. Et on a vu aussi 2 éléments qui sont extrêmement importants, c'est qu'au-delà des expérimentations, c'est compliqué de déployer sur tout un territoire, de déployer, comme on dit, à l'échelle, et que par ailleurs, les territoires signalent des difficultés de financement. Christophe Bouillon, avant que je vous demande comment vous voyez cela, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur l'Association des petites villes de France que vous présidez? Oui, bien sûr. L'Association des petites villes de France a été créée il y a plus de 30 ans à l'initiative de Martin Malvy, qui a voulu que cette strate, comprise entre 2000 et 25 000 habitants, puisse se retrouver sur un certain nombre de préoccupations communes. En France, il y a 4000 communes qui relèvent à peu près de cette strate et nous en fédérons plus de 1300 avec, dans notre ADN, une idée assez simple, c'est d'être à la fois exigeant et constructif. Exigeant par la qualité, bien évidemment, de nos propos. Le fait d'être dans cette strate-là nous amène à être à la fois dans des territoires ruraux ou urbains, d'être dans tous les départements de France et même dans les territoires d'outre-mer, et donc d'avoir cette capacité finalement sur énormément de sujets, d'apporter des réponses. C'est la nature même et la fonction de notre association depuis des années maintenant. Alors, dans l'inventaire que j'ai fait, qui est issu des interviews qu'on a pu faire au sein de la commission Smart Grid, est-ce que vous vous reconnaissez et quels sont les éléments qui font écho chez vous et chez des territoires que vous aidez? Alors, je retrouve l'engouement que vous avez signalé, c'est-à-dire qu'on voit depuis plusieurs années maintenant beaucoup de communes, et notamment de petites villes, s'engager sérieusement dans la transition écologique. Il y a quelque temps de cela, nous avions réalisé avec la Banque des Territoires et la DCF un travail que nous avions intitulé Smart Cities versus Stupid Village, qui avait pour vocation de montrer que ces questions-là n'étaient pas l'apanage des grandes villes. Au contraire, les petites villes sont à la manœuvre, elles savent faire. Je prends encore récemment l'exemple des territoires à énergie positive, qui ont couvert une grande partie de nos territoires. On y retrouve bien volontiers beaucoup de petites communes ou de petites intercommunalités qui font cette démonstration
par l'agilité, par la relation particulière qu'elles entretiennent avec leur écosystème, des entreprises par exemple, ou des opérateurs, eh bien qu'elles peuvent parfois aller beaucoup plus vite que dans les grandes collectivités, dans les grands territoires. Je retrouve également l'argument de l'expérimentation. Je crois que cette agilité, elle permet justement, dans ces territoires, qu'il soit beaucoup plus facile parfois de mener à bien et jusqu'au bout des expérimentations, d'où l'intérêt que portent aujourd'hui des grandes entreprises, des grands acteurs économiques vers ces territoires, se disant que ça va être beaucoup plus facile d'agir dans ces territoires. Et c'est la raison pour laquelle la PVF, par exemple, dans la future loi qu'on appelle 3D, vous savez, décentralisation, déconcentration et différenciation, que la notion d'expérimentation soit beaucoup plus facilitée. Et puis enfin, je retrouve aussi la question des moyens, des leviers. Il faut de la visibilité en termes, j'ai envie de dire, de dispositifs. On met parfois sur la table, au niveau de l'État, un certain nombre de dispositifs. Encore faut-il que ces dispositifs soient pérennes pour permettre que nous ne soyons pas dans le court terme, mais plutôt dans le moyen terme. Donc, votre enquête, vos propos rejoignent parfaitement les préoccupations aujourd'hui des maires des petites villes de France. Est-ce que vous avez quelques exemples à nous citer qui concrétiseraient des projets expérimentaux ou à l'échelle des territoires? Oui, bien sûr. Je vais vous donner l'exemple de ce qu'on a appelé le smart charging dans une commune de 2500 habitants à Palais, dans le Morbihan, où ils ont réalisé un partenariat intéressant avec Enedis et Renault pour récupérer en quelque sorte un trop-plein d'énergie pour charger des véhicules, donc un trop-plein d'énergie de production solaire pour permettre, avec l'installation de 7 bornes, de pouvoir alimenter des voitures en autopartage. Autre exemple, toujours dans la dimension Smart Cities, dans la dimension du numérique, avec l'exemple de Morteau, dans le Doubs. Alors là, on est plutôt dans une collectivité de plus de 7900 habitants, où avec le soutien d'un opérateur, d'un énergéticien, Engie, eh bien, cette petite ville a installé des capteurs dans l'ensemble des établissements publics afin d'ajuster, de régler un peu plus facilement la température et l'éclairage aussi en fonction des besoins. Donc, ça a permis aussi, avec l'aide d'une société qui s'appelle la société Virtuose Pilote, de mettre en place une plateforme numérique qui est gérée par la municipalité. Donc, il y a tout un écosystème, tout un ensemble qui vise à faire aussi des économies, parce que ce qui est important pour les maires aujourd'hui, en termes d'équation, c'est ce qui est bon pour l'environnement, c'est aussi bon pour le portefeuille de la mairie. On a souvent, à travers ces dispositifs, des économies d'énergie, mais aussi des économies de fonctionnement. Et cet argent-là, il peut être mis dans d'autres problématiques. Donc voilà des exemples pris volontairement dans les petites villes qui montrent que tout ça est possible avec un bon partenariat et avec des résultats concrets à montrer aux habitants. Merci beaucoup Christophe Bouillon. Je vais revenir vers vous dans un instant. Je vais maintenant m'adresser à Karine Revkoleski, qui est représentante d'Enedis en région. Karine, lorsque les projets locaux naissent, vous êtes forcément sollicité pour connecter des actifs renouvelables au réseau, pour aider à déployer les infrastructures de recharge de véhicules électriques. Est-ce que vous pouvez nous dire les demandes que vous recevez et la façon dont vous les traitez? Donc effectivement, nous, Enedis, on est au cœur de ce mouvement de la transition énergétique. Ça fait même partie c'est même l'objectif premier de notre projet industriel et humain. Donc la transition énergétique, c'est vraiment une rupture dans le monde électrique. Historiquement, on avait des grosses centrales qui produisaient essentiellement haute tension et donc les électrons redescendaient progressivement jusqu'au client final. Là, on a vraiment des énergies des centrales de production essentiellement solaires et éoliennes qui sont au plus près du réseau, et puis des usages qui se transforment. Donc, je vais vous donner juste quelques chiffres. On a aujourd'hui 460 000 centrales éoliennes et solaires raccordées à notre réseau de distribution. Pour le solaire, c'est beaucoup d'autoconsommation aujourd'hui. Sur les 30 000 centrales qu'on aura raccordées en 2020, il y a 80 à 85% qui sont déjà en autoconsommation, aujourd'hui en individuel et de plus en plus en collectif. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose de considérable. Pour vous donner un ordre de grandeur, en termes de solaire, la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui est le programme énergétique national, c'est une multiplication par 2 de la puissance installée en solaire entre aujourd'hui et 2023, donc de 9 gigawatts à 20 gigawatts, et encore par 2 d'ici 2028. Donc, c'est vraiment quelque chose
exponentielle qui se prépare. Et donc, on a encore beaucoup de chemin. La transition énergétique, c'est aussi beaucoup les usages. On parle beaucoup d'efficacité énergétique. C'est un des sujets principaux du plan de relance. Et là, les attentes sont très importantes. Mais je vais vous parler d'un autre usage qui nous concerne déjà dès aujourd'hui. C'est le véhicule électrique. On a aujourd'hui 413 000 véhicules électriques à peu près à date. C'est une croissance énorme. Depuis le début de l'année, le segment des véhicules électriques et hybrides rechargeables a augmenté de plus de 200% en termes de vente, alors que globalement, le secteur automobile est plutôt en décroissance. On prévoit près de 5 millions de véhicules électriques d'ici 2028. Et là où on a aujourd'hui 30 000 bornes, on en aura 500 000 en 2028, toujours dans la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc, il y a vraiment quelque chose de majeur qui se passe et qui est porté par une tendance qui est vraiment politique et sociétale à produire local et consommer local. Et ça, c'est une tendance citoyenne que nous, Enedis, qui sommes au plus près du réseau, notre réseau, il est partout. On ne le voit pas dans l'essentiel du territoire parce qu'il est souterrain, mais il est absolument partout et donc il a un rôle absolument majeur à jouer. Et c'est pour ça que les porteurs de projets, quand ils viennent nous parler peut-être plus tôt que les autres parce qu'ils savent que à un moment ou à un autre, ils devront passer par Enedis et nous, on se fait un devoir d'apporter notre expertise, d'apporter nos équipes pour faire émerger les projets. Donc, qui vient nous voir? D'abord, évidemment, les collectivités, à toutes les échelles. Donc, c'est à l'échelle de la région, à l'échelle du département, à l'échelle d'une métropole, à l'échelle d'une commune, parfois à l'échelle d'un quartier ou même d'une barre de bâtiments. On travaille beaucoup avec les syndicats d'électricité, évidemment, mais globalement, ce qu'on voit, c'est que tout le monde a aujourd'hui envie de vraiment réfléchir à ces sujets de transition écologique et de climat. Et c'est des sujets compliqués, ce sont des sujets compliqués où il faut certaines expertises. Et à ce moment-là, tout le monde vient voir Enedis parce qu'on sait que on est là, qu'on est un acteur neutre, on n'a rien à vendre, mais on a envie de montrer qu'on facilite et qu'on a vraiment une expertise qui a de la valeur. On est aussi contacté par beaucoup d'innovateurs, des entreprises du privé, des grands groupes, des startups, des consultants, des gens qui veulent faire de la flexibilité, qui veulent faire du smart charging. Il y a beaucoup d'innovations, beaucoup de choses autour des données. C'est vrai que le déploiement de Linky et puis tout ce qu'on a fait qu'on est un acteur absolument majeur en termes de données aujourd'hui. On a une capacité à certifier des données et à la fois les produire. Il faut les valoriser. Et donc, tous les travaux qu'on peut faire en la matière sont importants. Et puis, des fois, des particuliers, des clients, des entreprises, des groupements d'entreprises qui viennent aussi nous voir pour se poser des questions. La plus simple, c'est un syndic de copropriété qui se demande comment il va équiper son parking collectif. Petite question qui n'est pas si simple. Et voilà. Et donc, ce qui est riche, c'est vraiment que les demandes sont très diverses. Elles sont d'un degré de maturité très différent. Des fois, les gens viennent et ils ont l'ensemble du projet packagé. Et nous, on n'a plus qu'à les accompagner sur la réalisation. Des fois, les gens ont une idée, une volonté, peu d'expertise. Et donc, on sait ajuster notre discours et ce qu'on apporte en fonction des attentes de chaque partenaire. Ce qui est certain, pour revenir à ce que M. Bouillon a dit juste avant, c'est que tous ces projets-là sont des projets partenariaux. Il n'y a pas de projet de transition énergétique décidé par une seule personne, ni par Enedis, ni par une collectivité, ni par un industriel, ni par une SS2I. C'est des projets partenariaux où l'ensemble des acteurs se réunissent. Et ça tombe bien parce que c'est là qu'on apprend tous collectivement à se parler et qu'on fait des miracles. Merci beaucoup, Karine. C'est très intéressant, mais j'ai une question qui me vient là tout d'un coup. La programmation pluriannuelle de l'énergie, le plan national énergie, comme vous le décriviez, avec un objectif à 2028, on passe de 400 000 véhicules électriques à 5 millions. On va doubler la puissance solaire, la puissance éolienne. Vous allez pouvoir suivre chez Enedis tout ça? C'est à ça qu'on travaille. C'est pour ça que c'est ambitieux et c'est intéressant. Nous, on est une entreprise de service public. On a vocation à devenir le service public préféré des Français. Ça veut dire des clients, des collectivités. On a 36 000 collaborateurs. On travaille avec des partenaires et on développe des outils qui vont nous permettre de répondre à cette attente. On a déjà raccordé des centrales solaires. On en raccordera d'autres. Ce qui est sûr, c'est que plus on se parle, plus on anticipe
Et plus on travaille de manière collective à la construction de la réalisation de ce plan, plus tout le monde saura suivre. Donc nous, on a vraiment vocation à ne pas être un frein, à être un facilitateur. Et pour ça, il faut qu'on se parle, qu'on échange. Et le retour d'expérience de tous ces projets de transition énergétique qui ont vraiment la particularité d'être sur mesure, en fait, hein, c'est que à chaque fois qu'on s'est parlé et qu'on a anticipé, on a tous été au rendez-vous. Et donc, c'est vraiment ça qu'il faut retenir, se parler, anticiper et travailler ensemble. Très bien, merci beaucoup. Christophe Bouillon, vous êtes à la fois porteur de projet, les collectivités, comme vous nous l'avez signalé, avec tout ce tissu que vous soutenez, et puis en même temps, vous êtes autorité concédante des marchés de distribution électrique. Est-ce que ça fait bon ménage tout ça? Quel est le lien entre le fait d'être autorité concédante du réseau de distribution et le fait de demander des services qui ne font qu'augmenter? Ce qui compte, c'est d'avoir une vision. C'est d'avoir une vision du développement de son territoire. Ce qui compte, c'est de bien connaître, à partir de ces visions, la nature des besoins et de mettre en face des réponses à ces besoins. Je trouve qu'on a de plus en plus des éléments de planification qui existent, qui sont sur la table et qui permettent aux collectivités d'y voir un peu plus clair. Donc, cette articulation, elle est possible aujourd'hui parce que justement, il y a une bonne planification. Il vaut donc mieux passer du temps à définir cette vision, voire à définir cette vision de façon partagée, hein, en y associant les différents acteurs, en y associant aussi par la participation des habitants. À partir d'un bon diagnostic, on a une bonne planification, et si on a une bonne planification, derrière, on a une bonne articulation, et il n'y a aucun risque de confusion, bien évidemment, possible entre ce rôle de concédant que vous rappelez, et puis, bien évidemment, cet appel à différents opérateurs sur un certain nombre de services qui sont attendus. Après, on n'est plus dans un rapport habituel où on a d'un côté une offre et une demande. On voit bien aussi, et c'est un vrai changement, je trouve, que ce qui s'impose à nous comme collectivité et qui est lié au changement climatique, à l'exigence aujourd'hui de mettre en œuvre une transition écologique, eh bien, cet impératif, il s'impose aussi aux entreprises. Il s'impose aussi dans leur propre forcement, dans leur propre conception qu'elles ont de leur travail et de leur empreinte territoriale. Donc, on se retrouve maintenant à partager finalement des objectifs en commun et ça change aussi, me semble-t-il, la nature de notre relation. Très bien, merci beaucoup. On a bien constaté que les collectivités souhaitaient être informées, hein, au-delà de la participation aux expérimentations pour les plus avancés. Il y a un besoin d'information et c'est d'ailleurs pour ça que l'ensemble des événements, quand on pouvait se réunir physiquement, de type Smart City, avait autant de succès. On va maintenant passer à la deuxième partie de cet échange autour des solutions que les membres de Think Smart Grid, je rappelle, une centaine d'entreprises de taille extrêmement variable, ont élaborées. Je vais demander à la régie si elle peut nous afficher le catalogue. Alors, catalogue des solutions, je ne le vois plus. Je ne le vois plus. Voilà, merci beaucoup. Désolé pour ce petit contretemps. Donc, les membres de Think Smart Grid, la centaine d'entreprises sont réunies et pendant environ 18 mois, après avoir interrogé les collectivités territoriales, ont imaginé des solutions qui sont évidemment sur mesure pour déterminer quels peuvent être les systèmes énergétiques locaux, aider les collectivités à déterminer quels peuvent être les systèmes énergétiques locaux à partir de leur prospective énergétique. Est-ce que je peux installer du solaire, de l'éolien ou d'autres solutions, hein, il y a d'autres solutions. La capacité d'accéder à de l'énergie verte à travers des contrats que l'on passe entre des fournisseurs d'énergie verte, on appelle ça les Corporate Power Purchase Agreements.
et un ensemble de consommateurs réunis par la collectivité ou installés sur un territoire. La capacité, lorsque l'on a acheté de l'énergie verte et ou quand on produit de l'énergie verte, de pouvoir, quand il y en a un excès par rapport à la consommation, la vendre sur les marchés ou participer à des opérations de flexibilité qui rémunèrent et qui optimisent les systèmes énergétiques. L'accompagnement à la mise en place des infrastructures de recharge de véhicules électriques, on va y revenir. Tout ce qui va être la mobilité partagée, le micro-car sharing municipal, la bonne gestion des flottes des véhicules publics de l'État et des collectivités territoriales, avec le fait que ces flottes soient évidemment le moins carbonées possible, voire totalement décarbonées demain. Le fait d'avoir des infrastructures d'énergie partagées, ce qu'on peut appeler les smart grids ou les réseaux intelligents qui fédèrent plusieurs énergies, de l'électricité, du gaz, de la chaleur, du froid, et bien d'avoir la capacité à avoir une supervision et un contrôle de ces infrastructures. Le fait de pouvoir gérer les données, on va y revenir aussi. Et puis un accompagnement sur ces projets, parce que ce sont des projets qui peuvent être longs et complexes à mettre en œuvre. Vous avez vu, il y a un certain nombre de dimensions. Et là, on est vraiment sur la dimension énergétique principalement, ou décarbonation, transition énergétique. Et enfin, l'engagement des citoyens. Les projets sont d'autant plus faciles que les citoyens en ont envie, y croient et y participent. Alors, je vais demander à Jean-François Leromancer de Kinergy de nous détailler une ou deux offres. Par exemple, prenons la prospective énergétique locale. Jean-François? Oui, merci Philippe. Alors, la prospective énergétique locale, alors d'une part, ça peut répondre à de nombreuses questions, en fait, selon le territoire auquel on s'adresse. Je dirais que globalement, en fait, on l'a vu, les orateurs précédents l'ont rappelé, en fait, les citoyens veulent du vert et souvent, donc, en fait, les objectifs sont ambitieux. On peut dire, par exemple, souvent, on a envie d'avoir un territoire qui est 100% ENR à tel horizon, d'avoir un territoire énergie positive. La question, c'est de savoir comment y arriver, comment construire cette trajectoire qui va nous permettre d'atteindre ces objectifs. Et puis, pour faire ce travail, eh bien, les données qui sont disponibles, les données sont quelque chose d'indispensable. Alors, ces données, elles sont vraiment multiples. Bien sûr, on pense aux données énergétiques, à l'open data du RTE, aux données d'Enedis, à l'INTI, mais il y a aussi l'INSEE, les données cadastrales, des données météorologiques. C'est quelque chose d'extrêmement varié. Ce qu'il faut, en fait, c'est être capable d'identifier ces données, de les utiliser, de les cartographier, de les croiser pour en faire quelque chose. L'exemple dont j'ai envie de parler, là, c'est l'exemple de Ouessant. C'est une zone non interconnectée. C'est un projet qui s'inscrit, c'est un projet Interreg, donc piloté par le SDEF notamment, et donc par Smile, qui a été homologué par Smile, qui est un grand réseau dans les régions de Bretagne et Pays de la Loire. Et dans ce cas-là, l'objectif, par exemple, est d'avoir un territoire qui soit 100% énergie renouvelable à l'horizon 2030. Aujourd'hui, l'électricité est produite principalement à partir d'une centrale à fioul. Donc, ce que l'on a fait dans ce cas-là, c'est que l'on a d'une part récupéré donc des données auprès d'Enedis, récupérer des données de consommation également à partir de capteurs au niveau des bâtiments publics ou privés, et puis des données météorologiques, et puis modéliser en fait à partir de scénarios stochastiques des conditions météo futures et modéliser le mix idéal qui permettra d'atteindre ces objectifs. Alors, ce qui est important en fait de rappeler, c'est que quand on parle souvent de production d'énergie,
Mais l'énergie, c'est avant tout un système énergétique. Il y a l'amont, il y a la production, mais il y a aussi l'aval, la partie efficacité énergétique. Et c'est vraiment important d'avoir les deux en tête, parce qu'entre les deux, il y a souvent une problématique qui apparaît de plus en plus fréquemment, c'est cette problématique de flexibilité. Flexibilité des bâtiments, parce que et flexibilité donc de la production, et comment on fait pour ajuster la production à la demande. Et là, on peut avoir différentes solutions, des solutions de stockage d'énergie, d'électricité par exemple, ou à travers un autre vecteur énergétique. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que c'est vraiment important d'avoir cette vue d'ensemble pour dimensionner le mix énergétique dans les meilleures conditions techniques, économiques. Merci Jean-François Le Romancer, je vous coupe, je sais que vous pouvez aller beaucoup plus loin sur la description de toutes ces solutions. Je veux simplement citer le fait que la donnée est absolument essentielle, la donnée énergétique bien sûr, mais la donnée de circulation, la donnée liée au chantier, et qu'il y a de plus en plus le développement d'hyperviseurs, comme ça a été le cas à Dijon, c'est un projet dont on a beaucoup parlé, autour de la donnée et d'un certain nombre de cas d'usage associés. Et je parie que c'est l'un des avenirs vers lesquels les membres de Think Smart Grid vont être ravis d'accompagner les collectivités pour des cas d'usage très variés. Karine Revkolevski, je me retourne vers vous concernant la mobilité électrique. Comme vous nous l'avez précisé tout à l'heure, c'est un enjeu majeur, cette infrastructure de recharge. Est-ce que vous pouvez nous décrire de façon très concrète les réponses qui sont apportées par les membres de Think Smart Grid aux collectivités? Donc la mobilité électrique, effectivement, c'est quelque chose d'important en zone urbaine aujourd'hui, mais à mon avis, ça le sera aussi de plus en plus en zone rurale. On rappelle qu'un véhicule électrique rentable, c'est d'abord un véhicule qui roule beaucoup et qu'avec l'autonomie actuelle des véhicules, il y a vraiment une possibilité d'extension sur l'ensemble du territoire national. Donc pour nous, l'idée, c'est vraiment de travailler à avoir une réponse complète. La première chose qu'on doit travailler, c'est le schéma directeur. Donc, c'est on va dire le volet mobilité électrique de la prospective énergétique locale. Ça se fait à différentes échelles, pardon. Et donc, je vais vous donner un exemple. Enedis, avec l'ADEME et la région Île-de-France, a travaillé un schéma directeur mobilité électrique qui vise à dire qu'est-ce qu'on imagine comme flux de mobilité à horizon 2035, et puis comment est-ce que globalement les bornes vont se positionner sur la voie publique. On sait que l'essentiel des recharges se font au domicile ou au travail, mais il y a quand même besoin de bornes sur la voie publique pour déjà rassurer et puis ensuite pour alimenter ceux qui n'auront pas d'autres moyens pour se recharger. Et donc, il y a un schéma directeur. Donc, c'est quelque chose qui va vivre. Aujourd'hui, par exemple, nos équipes sont en train de le partager avec les élus. Les maires sont ceux qui connaissent le mieux leur ville, hein, donc un schéma directeur n'a de sens que s'il est confronté au terrain, et donc c'est quelque chose qui permet en revanche d'avoir une cible pour les voitures, mais aussi les poids lourds, les vélos, les bateaux, les ports, les taxis. C'est quelque chose d'assez complet, et en tout cas qu'il faut concevoir comme assez concret. La deuxième chose, c'est tout ce qui est autour de l'innovation. On a parlé tout à l'heure de smart charging, on a aussi la question du véhicule to grid, donc le véhicule qui va injecter, donc là c'est un consommateur qui devient producteur. Hein. On avait des producteurs qui devenaient consommateurs, maintenant on a des consommateurs qui deviennent producteurs. On travaille sur beaucoup d'innovations en ce sens. On a des questions sur le comptage. Aujourd'hui, on compte sur le réseau. Est-ce que demain matin, une voiture peut embarquer un compteur? On travaille aussi sur la route à induction. Comment est-ce qu'on alimente des routes à induction si la solution techniquement émerge? Donc voilà, ça c'est le deuxième volet, c'est l'innovation. Et là, tous les partenaires avec qui on travaille ont de l'importance. Après, on a un volet raccordement. Nous, c'est notre mission première, hein, pour le coup, la mission de base, celle qu'on ne peut pas ne pas réussir parfaitement. J'ai cité l'exemple du résidentiel collectif tout à l'heure, c'est un enjeu majeur. Accompagner les syndics pour essayer de construire des solutions qui sont des solutions pérennes et durables sur leur syndic. On a beaucoup de travaux aussi sur le raccordement autour des bus électriques. Il y a eu pas mal de collaborations. Il y en a eu à Vichy, il y en a eu à Bayonne, à Paris, bien sûr, avec la RATP. Voilà, donc ça, c'est le troisième volet. Et puis enfin,
la construction de partenariats pour que les solutions qu'on déploie à un endroit du territoire soient des solutions qui soient généralisables. On a signé un partenariat avec l'Association des maires de France, mais on en a fait beaucoup d'autres et ça permet d'avoir un cadre. Voilà. Et puis le dernier volet pour Enedis autour de la mobilité électrique, c'est globalement d'apporter une vision, une approche systémique basée sur notre expertise. Et on a un enjeu qui est un enjeu très important pour nous, qui est qu'on est la deuxième flotte de véhicules d'entreprise en France. Et donc la conversion de notre propre flotte à l'électricité est un enjeu majeur. Merci beaucoup, Karine Revkolevski. Je vais maintenant me retourner vers Christophe Bouillon. Alors, chaque collectivité s'adresse à des acteurs pour se faire accompagner ou il y a une logique interterritoriale, commune, intercommunalité, région? Comment ça se passe? Le point de départ, la première idée, c'est que ça part des territoires, parce que c'est souvent là où l'idée est née, en quelque sorte, et c'est souvent aussi le lieu du bon sens. Donc, ça doit partir, bien évidemment, des territoires. Ensuite, les territoires, notamment les petites villes, elles ne peuvent pas agir toutes seules. Elles ont besoin d'être accompagnées. C'est vrai que la région est le chef de file en matière de transition écologique, et concrètement, on voit que l'acteur qui compte souvent, c'est l'intercommunalité. Ne serait-ce que parce qu'il a aussi quelques obligations, je pense notamment au plan climat, énergie, air territorial. Je pense aussi parce que souvent, l'intercommunalité, c'est les réseaux, et donc c'est j'ai envie de dire, le bon échelon pour mettre en œuvre un certain nombre de principes qui sont liés à Smart Cities ou à l'organisation ou à la mise en œuvre de la transition écologique. Pour autant, il faut faire attention à ce que l'intercommunalité soit pas un écran qui empêche des collectivités qui sont beaucoup plus volontaires d'être bridées. Je dis cela parce que, par exemple, dans l'émergence aujourd'hui des contrats de transition écologique, c'est aux intercommunalités qu'on s'adresse principalement, et le risque est grand que des collectivités qui sont beaucoup plus allantes, beaucoup plus en avance, eh bien, soient en quelque sorte empêchées de pouvoir aller jusqu'au bout de leurs idées. Et puis, dernier mot, en ce qui concerne aussi sans doute le rôle de l'État, je considère que l'État ne peut pas laisser les collectivités faire seul. Il doit jouer le rôle d'assemblier, à mon sens, c'est-à-dire de mettre en mobilisation les opérateurs qui sont sous sa responsabilité, et puis peut-être de boucher les trous dans la raquette lorsqu'ils existent. On attend beaucoup, par exemple, de l'Agence nationale de cohésion des territoires. L'ADEME est partie prenante dans cette agence, mais le rôle de l'agence, c'est sans doute veiller à ce que lorsque les collectivités manquent d'ingénierie, notamment les plus petites d'entre elles, les plus petites collectivités, eh bien, elles soient là pour faire en sorte qu'elles disposent de l'ingénierie nécessaire pour mettre en œuvre ces actions de transition écologique. Vous repassez en table ronde, s'il vous plaît. Oui, merci. Alors, on a vu un besoin, on a vu des réponses qui ne sont pas des réponses complètes. On va y revenir. Je crois qu'il y a des questions dans la liste des questions qui nous sont parvenues, notamment sur l'hydrogène. On va y revenir. Maintenant, je voudrais qu'on se pose la question de j'ai une idée, j'ai une volonté, et il y en a beaucoup localement. J'ai des moyens, ça c'est quelque chose qu'il faut préciser. D'ailleurs, il peut y avoir d'aide. Christophe Bouillon, comment pour vous on passe de l'idée au projet concret? Quelles sont les étapes et les soutiens? D'abord, il y a la question de l'ingénierie et il y a la question aussi de la recherche du bon dispositif. C'est vrai, cela a été dit, on voit aujourd'hui fleurir dans toutes les communes, quelle que soit la taille, des volontés de faire en ce qui concerne la transition écologique pour répondre ne serait-ce qu'à l'envie de beaucoup d'habitants. Mais aussi, ces collectivités, elles se sont libérées en quelque sorte aujourd'hui par rapport à ces sujets. Maintenant, le problème, c'est le suivant, c'est quand on a une idée, comment on la rend concrète et donc comment on trouve soit le bon partenaire, soit le bon outil pour rendre concrète l'idée. Alors, il y a parfois une logique qui est celle de l'appel à manifestation d'intérêt, l'appel à projet. C'est souvent une habitude, notamment au niveau de l'État, mais ça vient aussi au niveau des régions de plus en plus, avec un risque malgré tout, c'est que cette logique d'appel à projet, qui peut sembler intéressante d'un premier abord,
Et là, malgré tout, un écueil, c'est que faisons attention à ce que ça ne devienne pas une prime, là encore, à l'ingénierie. Finalement, les collectivités qui peuvent répondre à ces appels à manifestation d'intérêt, à ces appels à projets, sont celles qui disposent d'entrée de jeu d'une ingénierie suffisante pour bâtir les dossiers et répondre à ces appels à manifestation d'intérêt. Donc, il faut faire en sorte, quelque part, que ces outils soient parfaitement adaptés, qu'elles soient à la main des collectivités, quelle que soit leur taille. Moi, je crois qu'il faut que les opérateurs, ça peut être des opérateurs publics ou privés, soient en capacité, quelque part, de dire à une collectivité, écoutez, on va vous faire du cousu humain. Je crois que l'expression a été utilisée tout à l'heure. Il faut se permettre, non pas de coller des modèles tout faits, mais d'accompagner véritablement, pour le coup, la collectivité pour bâtir du cousu humain, de faire en sorte qu'à partir de cette vision, eh bien, on soit en capacité de se dire, eh bien, on a la réponse adoptée, on a le bon outil qui est adapté à votre collectivité, à votre taille, à votre maille, à vos financements, et on vous promet de faire ça aussi dans un calendrier qui soit celui de la collectivité. Il ne s'agit pas de se lancer dans des projets qui finissent par se perdre dans les sables. Alors, est-ce qu'il y a des opportunités liées au plan de relance? Le Premier ministre a annoncé que la relance, elle serait avant tout territoriale. Qu'en est-il? Quelles sont les actions qui sont visées par France Relance? Quels sont les moyens qui vont être mobilisés? Quelles sont les entités gouvernementales qui vont porter tout ça, Christophe Bouillon? Alors, il y a du positif, bien évidemment, dans le plan de relance. D'ailleurs, il mérite d'exister. Il est d'abord massif. 100 milliards, dont 30 milliards dans la transition énergétique, dans la transition écologique. On ne peut qu'applaudir. Il se veut aussi sans doute disruptif. C'est intéressant. On aborde des sujets qui sont dans l'innovation en ce qui concerne la transition écologique, tant mieux. On va vers des chemins qui permettront sans doute à des collectivités d'aller plus loin, ne serait-ce que dans la rénovation thermique, par exemple, des bâtiments. Par contre, il faut faire attention, il faut qu'il soit réactif. Et pour qu'il soit réactif, je dis cela parce que, par exemple, c'est en ce moment que les collectivités sont en train de bâtir leur budget pour 2021. Et donc, il faut qu'ils puissent très vite se saisir de ce plan de relance pour les mettre en œuvre. Et pour cela, il faut sans doute revoir le mode d'emploi. On entend parler aujourd'hui d'une maille qui serait celle de la région. C'est-à-dire qu'on essaye de favoriser une forme de contractualisation. Nous disons que la contractualisation, c'est parfois la dilution. On a malheureusement une habitude qui nous montre que si on commence par perdre du temps en se lançant dans des principes, dans des procédures de contractualisation, on risque de voir passer les trains et d'être déjà à côté du sujet et hors délai par rapport à la mise en œuvre de ce plan de relance à l'échelle des territoires. Enfin, nous pensons qu'il faut donner la main aux collectivités locales et principalement aux communes, aux intercommunalités pour une raison assez simple. La commune et l'intercommunalité, c'est 50% de la commande publique. Si on veut agir en termes de mobilité, comme c'était dit tout à l'heure, notamment sur le parc automobile, si on veut aller encore plus loin pour accompagner les entreprises localement, il faut donner la main aux communes et aux intercos. Par la commande publique, elles peuvent très vite mobiliser l'écosystème, mobiliser les entreprises de leur territoire dans le sens de la transition. Et un dernier mot, parce que c'est important, et on a montré notamment au moment de la crise sanitaire que c'était un couple qui pouvait fonctionner. On en a beaucoup parlé, on l'a sacralisé, c'est le couple maire-préfet. Il faut faire en sorte que le maire, avec le préfet ou le sous-préfet, ils soient en capacité concrètement de mettre en œuvre le plan de relance à l'échelle des territoires. Si c'est une maille trop éloignée, je pense qu'on va rater la cible et c'est pas ce qui est souhaité. Et on attend par ailleurs, je profite de l'occasion, avec insistance, la mise en œuvre de ce qu'on a appelé les sous-préfets à la relance, c'est-à-dire la capacité à l'échelle de l'État local à ce qu'on ait un interlocuteur, on est son 06 et qu'on aille dans l'efficacité, dans le concret et dans la rapidité. Merci beaucoup Christophe. Je réagis sur un point. Vous avez cité tout à l'heure la conditionnalité verte des projets. Vous avez dit 30%. Je crois qu'au niveau européen, et ça va s'appliquer sur chacun des États, c'est 37%. Donc il y a vraiment des gisements pour les projets de transition écologique dans les territoires. Bravo, profitons-en, c'est le moment. Karine Revkolevski, une dernière question pour vous. Il y a des collectivités qui viennent ou des habitants des collectivités qui viennent avec des logiques d'autoconsommation collective. Vous nous avez dit que l'autoconsommation,
c'était une grande partie des projets photovoltaïques aujourd'hui. Comment ça se passe avec Enedis, avec ses partenaires, pour réussir à répondre à un projet collectif? Donc, un projet collectif, c'est un projet ambitieux. Donc, le principe, c'est qu'il y a un producteur d'électricité, en général d'énergie solaire, parfois d'éolien. Et en gros, et après, il y a une personne morale qui finalement va décider d'attribuer l'énergie produite par la centrale à la consommation de divers utilisateurs pas trop loin de la centrale pour que ce soit de l'autoconsommation, dans une logique d'optimisation du réseau local. Voilà, donc c'est un objet contractuel compliqué. Donc la première chose qu'on fait, c'est on essaie de récupérer finalement ces projets le plus tôt possible pour bien expliciter avec le porteur de projet, que ce soit un privé ou un élu, finalement les différents rôles. Et puis après, de bien accompagner évidemment le raccordement de la centrale, parce qu'à un moment, elle doit quand même être raccordée au réseau. Et après, nous, on s'organise pour faire le comptage et donc attribuer en fonction des règles qu'on nous donne à chaque client, finalement, l'énergie produite. Donc, c'est quelque chose qui se construit. Maintenant, les procédures sont calées. Donc on a, je vous ai dit tout à l'heure, une cinquantaine de projets à peu près au niveau national. On sent qu'il y en a de plus en plus et donc on est à peu près bien calé là-dessus. Donc maintenant les procédures existent et ça se développe. Ça répond à une vraie volonté de certains justement de dire à l'échelle de mon quartier, à l'échelle de mon périmètre, je suis autonome et je veux le prouver. Donc nous, notre vocation, c'est merci Karine. Donc les choses peuvent être complexes, mais il y a des solutions avec la collectivité et avec les partenaires de Think Smart Grid qui représentent quand même une très très grande force économique et technique. Je vais maintenant vous demander à chacun 1 minute de conclusion, un souhait, un vœu qui vous permettent d'aller vers des recommandations que vous allez faire à notre public, et puis ensuite on passera aux questions. Christophe Bouillon. Alors, très rapidement, une conviction, c'est que la réussite de la transition écologique, elle passe par les territoires. Une idée forte, c'est qu'aujourd'hui, par ailleurs, ça agit sur les territoires en termes d'attractivité. C'est un élément qu'on ne signale pas suffisamment. On voit aujourd'hui des collectivités transformer leur image, la lecture qu'on fait de leur territoire grâce à la transition écologique. 2 exemples, Malonnet en Seine-Maritime ou Los-en-Gohelle dans les Hauts-de-France. Voilà 2 territoires d'empreinte industrielle qui avaient besoin de retrouver un récit et qui, grâce à l'action qu'elles ont menée en ce qui concerne la transition écologique en étant dans l'expérimentation, aujourd'hui retrouvent une formidable force d'attractivité. Donc agir dans la transition écologique, c'est bon pour l'environnement, mais c'est bon aussi pour l'attractivité du territoire. Merci Christophe Bouillon, c'est très encourageant et avec les moyens des plans de relance et les moyens des collectivités, puisque vous l'avez dit vous-même, il y a des gisements d'économie au-delà de l'attractivité des territoires quand on lance des projets écologiques. Jean-François Leromancer, votre conclusion, vos points clés? Ma conclusion, alors je pense que donc les données sont essentielles, on l'a dit. Je pense qu'il y a 3 étapes en fait pour construire un projet. Donc c'est d'une part comprendre ces données et choisir les bonnes options. L'option, c'est pas forcément donc le vecteur électrique. Il peut y avoir des options qui sont liées à l'hydrogène. Il faut choisir les bonnes options et concevoir les bons projets et mobiliser les bonnes compétences. Et je pense que le réseau Think Smart Grid est bien placé en fait pour vous aider à identifier les compétences à mobiliser. Et puis ensuite, il s'agit de construire les projets avec donc les bons partenaires. Et une fois que ce projet est construit, pertinent, adapté au territoire, eh bien, les financements sont relativement faciles à trouver. Pour répondre à Monsieur Bouillon, j'ai envie de dire aussi que finalement, une société d'ingénierie qui a une vision globale est aussi capable d'offrir du coût humain en fait
petites municipalités, enfin, aux villes, en fait, adaptées. Je pense que le coût humain, c'est aussi quelque chose qui est très important d'avoir en tête. Et je pense que les sociétés d'ingénierie de taille, certes modeste, mais avec des réseaux très développés, des connaissances très larges du secteur, sont aussi en mesure d'offrir les compétences les plus adaptées à votre territoire. Merci Jean-François Le Romancière, et je témoigne dans ce sens toute l'intelligence collective que Think Smart Grid a développée autour de ce catalogue de solutions, qui est un catalogue qui va évoluer, a bien montré que les sociétés d'ingénierie et de conseil avaient toute leur place dans le cadre de l'imagination et la mise en œuvre des projets. Karine Revkolevski, vous allez être la dernière à conclure avant qu'on passe aux questions-réponses. Donc, nous, on a, je l'ai cité tout à l'heure, hein, donc Marianne Legnaud, la présidente d'Enedis, a proposé un projet industriel et humain. Donc, l'humain, c'est vraiment de travailler autrement, de développer des partenariats, d'être à l'écoute. Nous, on a une culture d'ingénieur. Justement, on veut transformer la manière dont on écoute le terrain et dont on travaille avec l'ensemble des partenaires, et puis à la fois industriel, parce qu'à la fin, ben voilà, il faut arriver à faire du coût d'humain, mais avec des solutions industrielles, parce que pour faire 5 millions de bornes de recharge, je ne sais pas combien de centrales solaires, il faudra aussi que nous, en interne, on ait des projets industriels pour répondre aux besoins de chaque territoire. Et c'est aussi ça qu'on travaille dans ce catalogue et dans globalement l'approche d'Enedis sur la transition écologique. Merci beaucoup à tous les trois. Je vais encore vous solliciter pour les questions-réponses. Alors, première question que je vais adresser à Jean-François Le Romancière. Stockage, hydrogène, ça apparaît pas clairement dans le catalogue. Est-ce que ça en fait bien partie? Oui, ben, ça rejoint un point que j'évoquais tout à l'heure. Effectivement, ça fait partie du catalogue. Quand on parle de système énergétique, on parle de l'amont, de la production et puis de l'utilisation. Entre les deux, il y a le réseau et puis, effectivement, il y a la problématique d'adapter la production à la consommation. Et donc là, on rejoint une problématique de flexibilité qui peut être résolue à travers différentes solutions. Il faut identifier la plus adaptée. Le réseau peut être une solution. Le stockage de l'énergie à différentes échelles peut être une solution. L'hydrogène peut aussi être une solution de stockage en fonction de la problématique que l'on veut résoudre. Est-ce que c'est une problématique liée à la mobilité? Est-ce que c'est une problématique de décarbonisation d'une industrie quelconque? En tout cas, à chaque fois, l'hydrogène n'est pas exclu, donc ça fait partie de la problématique de flexibilité et de décarbonation globalement. Ça, c'est intégré dans nos réflexions. Merci Jean-François. J'en profite pour faire un petit peu de publicité pour un point de vue qui a été développé par Capgemini pour l'Europe avec Breakthrough Energy, qui est un fonds d'investissement détenu par Bill Gates sur les 55 technologies qui permettent de décarboner l'Europe pour l'énergie, pour le transport, pour le bâtiment, pour l'industrie, pour l'agriculture. Allez sur le site Capgemini, vous trouverez ce rapport qui s'appelle Fit for Net Zero. 55 technologies pour décarboner l'Europe. Et ce document montre qu'on est capable de créer 13 millions d'emplois si on décarbone l'Europe, ce qui est beaucoup et très utile dans les temps actuels. Deuxième question que je vais adresser à Karine Revkolevski. Pourquoi n'utilisez-vous pas davantage les infrastructures existantes? En créez-vous de nouvelles? Est-ce que c'est bas carbone tout ça? Je pense que si, on utilise les infrastructures existantes autant que possible. On a la chance d'avoir un réseau en France qui est extrêmement étendu et présent et robuste. Et donc, toute l'idée, justement, c'est de s'appuyer sur ce réseau pour apporter une colonne vertébrale à la transition écologique, en tout cas sur son volet énergétique et électrique. Donc, c'est bien de se servir de ce qu'on a et de ce qu'on a de solide. On a une électricité qui est quand même particulièrement décarbonée. C'est bien ça qu'on valorise dans tout ce projet de transition énergétique. Je pense que c'est bien le cœur du sujet. Très bien. Et donc, on ne crée que les infrastructures qui sont strictement nécessaires en plus pour apporter les cas que les infrastructures existantes ne permettent pas de créer.
Troisième question, je crois que je vais vous l'adresser aussi, Karine Revkolevski, si vous voulez bien. Comment est-ce qu'on peut profiter de l'expertise des membres de Six Smart Grid et d'Enedis? La question, c'était comment profiter de l'expertise d'Enedis. C'est facile, appelez-nous. Nous, on est présent sur l'ensemble du territoire. Chaque élu a normalement un interlocuteur privilégié. On a des directeurs à l'échelle de chaque département, donc on est très présent. Vos interlocuteurs usuels Enedis ou les directeurs régionaux peuvent vous répondre sur tous les projets. On le fait beaucoup. Voilà, l'expertise, on l'a construit par notre histoire et par tous les travaux de R&D qu'on fait, mais on l'a construit aussi au fur et à mesure des partenariats et on gagne à chaque projet collectivement. Donc, on est à votre disposition. Très bien, merci. Et n'oubliez pas, contact@thinksmartgrid avec un s.fr. Alors, on a une dizaine de minutes qui nous restent et pas de questions dans le fil, donc on va s'en poser nous-mêmes. Je voudrais qu'on fasse un point sur le consommateur. On a vu pendant la crise sanitaire, qui n'est pas terminée, et pendant notamment le confinement, que le changement des comportements, quand on a cessé de se déplacer, ça a baissé évidemment la consommation énergétique, et ça a surtout beaucoup baissé les émissions de carbone et de gaz à effet de serre. Donc, j'aimerais qu'on essaye de se poser la question sur comment on peut entraîner le citoyen, le consommateur dans tous ces projets. Est-ce que les petites villes de France, Christophe Bouillon, vous avez des exemples qui vous viennent sur l'engagement citoyen? Oui, bien sûr. On voit bien aujourd'hui que ce qui change le modèle de production, c'est d'abord le modèle de consommation aussi. Et l'exigence, ça a été dit en introduction, pour les citoyens, savoir aujourd'hui qu'est-ce qu'ils consomment et pourquoi ils consomment et comment ils consomment. Ils sont aujourd'hui, c'est bien légitime, porteurs aussi d'un certain nombre de valeurs. Ils veulent donner du sens à l'acte d'achat et ils veulent peser aussi sur la façon dont sont produits un certain nombre d'achats. On voit concrètement à l'échelle de nos communes, par exemple, se développer de plus en plus des notions de filières courtes. On avait des obligations qui sont fixées par la loi en ce qui concerne, par exemple, les cantines scolaires, mais aujourd'hui, on va au-delà de ça. Et même sur les questions d'énergie, on a aujourd'hui une exigence de plus en plus forte de la part des habitants qui souhaitent savoir de quelle façon on chauffe les écoles, de quelle façon on chauffe les bâtiments publics, d'où vient l'électricité, comment est-elle produite, etc. Donc on voit aujourd'hui des interpellations qui sont des interpellations positives où on cherche du sens, bien évidemment, de cela. Après, il faut bien évidemment veiller à ce que ça ne soit pas un effet de mode. Il faut veiller aussi à la notion de construction du prix, de juste prix. Parce que autant le consommateur peut être lanceur d'alerte, il peut interpeller, autant il a une responsabilité qui reste déterminante, c'est de ne pas, quelque part, uniquement avoir des considérations qui soient du niveau du pouvoir d'achat. Donc il faut un rôle de pédagogie, en quelque sorte, sur la question du juste prix. Il ne faut pas qu'il se retourne vers la collectivité, et si elle fait un choix qui est favorable à l'environnement, favorable aux filières courtes, favorable finalement à cette interpellation, elle soit pénalisée parce qu'on lui dit oui, mais quelque part, il y a moins cher ailleurs, et si ce moins cher ailleurs est par ailleurs défavorable à l'environnement. Merci. Ouais. Pour compléter, oui. Moi, je pense que la donnée, ça a une valeur tout à fait particulière, en fait. C'est-à-dire que la première chose qui permet aux consommateurs de devenir consommateurs, c'est de bien comprendre ce qu'ils consomment. Et je pense que là-dessus, on est vraiment dans une phase de vrai changement parce que d'abord, on dispose de plus de données, on sait les utiliser et aujourd'hui, on a vraiment les moyens de montrer. C'est surprenant, hein, je sais pas, je vais donner un exemple tout simple. Tout ce qu'on a en veille dans la maison consomme énormément, quoi. Et ça, on ne le voit pas. Voilà, donc voir, c'est déjà pas mal. Et les expériences qui ont été faites et les recherches universitaires montrent que la pleine utilisation de la donnée, c'est jusqu'à 20% d'économie. Hein. Donc c'est très significatif. Alors, on arrive au bout de ce dialogue. Il y avait une dernière question qui nous était posée sur l'éclairage adaptatif. Est-ce qu'on peut adapter l'éclairage public
qui a souvent été rénové, hein, c'est un gisement d'économie important, avec des lumières LED, au fait qu'il y ait du passage autour des... La réponse est oui, hein, la réponse est oui, Oui. et notamment l'exemple que je cite souvent, c'est que vous savez, aux Pays-Bas, il y a beaucoup de voies cyclables et que l'éclairage s'adapte au fur et à mesure que les cyclistes circulent la nuit. Il augmente et il baisse, et donc il y a une économie très significative. Jean-François, vous vouliez ajouter quelque chose à ce point de vue? Oui, je voulais rajouter deux choses en fait. D'une part, en fait, à propos des données d'Enedis, n'étant pas Enedis, je voulais effectivement souligner en fait toute la valeur de ces données et tout ce que l'on pouvait en tirer. Nous, on est de grands utilisateurs des données d'Enedis. Quand on intervient sur des bâtiments publics pour des syndicats d'énergie, ces données, elles ont une très très grande valeur et vous pouvez pas. Enfin, c'est sans limite, on peut vraiment faire des diagnostics très efficaces sur la thermosensibilité des bâtiments, et je dirais que parfois le temps de retour sur investissement, il est de quelques mois. Ensuite, par rapport à l'éclairage public, oui, effectivement, on peut prendre des mesures sur l'éclairage public. Je dirais qu'une fois qu'on a modifié, que l'on a mis des LED, et que l'on a réduit la consommation de 95%, on peut effectivement le piloter, mais après, il convient de regarder si c'est une priorité ou pas. Parce que autour des bâtiments publics, je pense qu'il y a beaucoup à faire, notamment en utilisant davantage les données d'Enedis qui sont tout à fait disponibles. Christophe, vous vouliez rajouter un mot quand j'ai démarré, vous étiez sur le point de répondre sur le gisement lié à l'éclairage public. Oui, un mot qui ira dans le sens de ce que vient d'indiquer Jean-François. Dans la ville de Barentin, on a changé tout l'éclairage public par du LED, avec une entreprise qui est implantée chez nous, qui a été relocalisée, qui s'appelle Lucibel. Et je peux vous dire que les économies sont là. Et je peux vous dire que ça participe aussi à la pédagogie, et notamment sur un enjeu que connaissent beaucoup de petites villes et que c'est parfois difficile, sur le fait, par exemple, d'éteindre l'éclairage public à certaines heures de la nuit, à des moments où ça sert à rien. Donc on voit quelque part que l'effort est partagé, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour l'économie de la ville, et c'est bon aussi en termes de sensibilisation par rapport aux objectifs environnementaux. Je connais très très bien Lucibel, effectivement, et effectivement, je pense que c'est la meilleure mesure à faire pour économiser de l'électricité, à prendre au niveau d'une petite ville. Effectivement, c'est l'éclairage. Très bien. Donc, on augmente à travers ces exemples l'engagement du citoyen dans ses projets de transition écologique et énergétique. Nous voici arrivés au bout de cette table ronde. Je vous remercie infiniment, Christophe Bouillon, Karine Revkolevski, Jean-François Leromancer, pour votre participation. Je remercie tous les auditeurs qui ont suivi. Et je vous invite à télécharger le catalogue sur le site smartgrids avec un S.fr, des solutions que la filière française des réseaux intelligents met à disposition des collectivités de façon totalement adaptable pour les aider dans leurs projets de transition écologique et transition énergétique et écologique. Merci à tous. Bonne suite de Salon des maires et à très bientôt.